Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 16 juillet 2022, l'affaire François Mancabou, l'ONG Jamra préconise un jury d'honneur pour visionner les images de vidéosurveillance et dissiper la polémique autour des circonstances de la mort de ce suspect dans l'affaire dite Force spéciale. La polémique consécutive à l'inauguration de l'aéroport de Saint-Louis, aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, le directeur des infrastructures aéroportuaires monte au créneau et précise que l'aéroport est aux normes. L'article de la semaine ce samedi revient sur la levée de l'embargo contre le Mali et bien sûr les conséquences en chiffres de la fermeture des frontières. Le développement dans un court instant. Un jury d'honneur pour visionner la vidéo qui montrerait François Mancabou se cogner la tête contre le mur et les grilles de sa cellule. Une proposition de l'ONG Jamra, ce pour clore la polémique consécutive à la sortie du procureur de la République, un jury qui serait composé de membres de la famille du défunt, d'organisations de défense des droits de l'homme, de journalistes, mais également du parquet et de techniciens du ministère de l'Intérieur. Voici Mme Maktar Gueye, joint par Mme Abdou Gueye Kassé. Bon, vous savez, c'est une tradition en matière de démarche judiciaire. Chaque fois qu'un dossier a des répercussions au niveau de l'opinion, où la polémique enfle, moyennant diverses versions, afin que l'opinion puisse être rassurée, afin de permettre également aux enquêteurs de pouvoir continuer sereinement leur travail. Alors, on s'aperçoit également qu'avec le décès en détention de notre compatriote François Mancabou, la même polémique ne cesse d'enfler depuis mercredi dernier, le 13. Alors, mais seulement, on s'aperçoit qu'il y a un élément décisif dans cette affaire. Le procureur parle de film. Alors, qu'est-ce qui empêche à l'État, à l'institution judiciaire, de faire, comme c'était le cas au lendemain de l'assassinat de John Kennedy, de mettre cette séquence vidéo à la disposition d'un jury d'honneur qui pourra, après s'être engagé naturellement à ne pas divulguer auprès de tiers ou auprès du public la séquence vidéo, qui pourront visionner sereinement cette séquence vidéo de manière à ensuite en porter témoignage auprès de l'opinion. Alors nous avons proposé 3 membres de que ce jury d'honneur soit constitué de 3 membres de la famille du défunt, de l'Amnesty International, de la LSDH, de la RADO, de 3 journalistes mandatés par la Synpics, par le Synpics, et de 3 correspondants de la presse étrangère, de 2 responsables du parquet et de 2 techniciens du ministère de l'Intérieur. Alors maintenant, quand ils auront fini de visionner et qu'ils auront de visu pris conscience et connaissance de la pure réalité, mais ils pourront auprès de l'opinion en porter témoignage pour que chacun soit édifié. La coalition Art Sénégal exige toute la lumière sur les circonstances de cette mort. L'Alliance pour une assemblée de rupture invite l'État du Sénégal par ailleurs à respecter les droits des familles de victimes dans des cas similaires. Voici le porte-parole de la coalition, Thierno Bokoum, au téléphone de Abdourahmane Ly. Au sein de Art Sénégal, nous avons considéré qu'il faut que la lumière soit faite, et c'est une exigence, sur la mort de François Mancabou, parce que cette mort est apparue suite à sa garde à vue. Nous considérons aujourd'hui, encore plus que jamais, il faudra élucider les circonstances de cette mort, parce que tout simplement, et ce n'est pas la première fois, plusieurs fois il y a eu des cas qui sont déclarés comme étant des cas de suicide lors des gardes à vue. Aujourd'hui, nous pensons qu'encore plus que jamais, nous devons respecter les droits des victimes, nous devons respecter les droits de leur famille, que la lumière soit faite, et nous exigeons de l'État qu'une enquête indépendante soit diligentée et que la lumière soit faite sur cette question. L'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis n'a pas
coûté 30 milliards de francs CFA, mais plutôt 23. Une précision du directeur des infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, qui réagit à la polémique consécutive à l'inauguration de l'aéroport jeudi. Il ajoute que l'infrastructure répond aux normes de l'aviation civile internationale. Sa durée de vie est estimée entre 50 et 200 ans en termes matériels. Écoutez-le avec Hassan Ba. L'aéroport de Saint-Louis est construit pour un coût de 23 milliards. C'est 23 milliards, ce n'est pas du tout 30 milliards. Les gens ne racontent que des contre-vérités. J'ai entendu certaines personnes également qui disent que ce sont des conteneurs et tout ça. Mais c'est archi faux. C'est une nouvelle technologie, c'est des modulaires. C'est des modulaires qui répondent aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, mais également aux normes aéronautiques et aux normes de construction requises. Donc c'est important à préciser. Actuellement, tout le monde a vu qu'on est dans un monde où on parle de développement durable, de réchauffement climatique et tout ça. Donc il est important d'adapter nos constructions à cette situation. Et ces modulaires ont une durée de vie de 50 ans à 200 ans. La gratuité des frais de mutation pour les 2 roues, les tchak-tchak accueillent la nouvelle avec enthousiasme. En revanche, ils insistent sur le suivi au sujet notamment de l'application de cette mesure sur le terrain. Seydina Mbaye et Aliou Sow. Moto stationné, clé à la main, casque et va-et-vient incessant en quête de clients. C'est ce qui campe le décor dans ce garage tchak-tchak situé à Castor. La mutation des 2 roues, désormais gratuite, une bonne nouvelle pour ces conducteurs qui ont hâte de voir l'application de la mesure. C'est une belle initiative. Nous ne pouvons que la saluer. Malheureusement, les autorités ne vont pas appliquer ces mesures. Le ministre l'a dit, mais ces services ne vont pas passer à l'acte. Ça n'a aucun sens. Un ouf de soulagement des tchak-tchak. Notre interlocuteur, la trentaine, pense qu'avec cette décision, ils auront plus de tranquillité sur la route. Ça sera d'un grand apport dans notre activité. Les courses-poursuites avec les ASP et les tracasseries policières seront maintenant derrière nous. L'autorité compétente ne doit pas seulement se contenter de cette décision, elle doit diligenter des formations et créer une identité pour les tchak-tchak, poursuit-il. Même si nous voulons aussi que les autorités nous assistent encore plus. Il faudra qu'elles fassent des formations pour nous définir le profil des personnes qui ont le droit de conduire une moto ou pas. Avec des identifications claires, le client saura qui est conducteur de tchak-tchak et qui ne l'est pas. Les conducteurs de tchak-tchak saluent la mesure. Cependant, ces derniers interpellent l'autorité pour qu'elle veille à l'application de cette décision. Et puis ce paradoxe au marché Mali de Dakar, après la levée de l'embargo contre Bamako, les commerçants semblent paradoxalement nostalgiques de la mesure coercitive. Les affaires auraient mieux marché en effet pendant la fermeture des frontières. Barasso Aïssatou Kane. Les marchandises, les odeurs, les échanges, tout indique que nous sommes dans un marché malien. La levée de l'embargo est pour ce commerçant installé au Sénégal depuis 1976 un soulagement. Ne sachant s'exprimer ni en wolof ni en français, il a laissé la parole à son apprenti. Tout va bien, parce qu'avec l'embargo, il y a des choses qui paralysent beaucoup des activités. Il va falloir qu'on quitte Guinée
pour pouvoir envoyer des marchandises. Mais maintenant, comme l'embargo est enlevé, ça parvient rapidement. Les produits pourront quand même écouler comme davantage. Un sentiment mitigé selon le délégué du marché, qu'il s'agisse de l'embargo ou non. Ici, les commerçants ont du mal à écouler leurs marchandises. L'ouverture des frontières jusqu'à nos jours, le marché est comme ça. Comme tu vois, il n'y a pas de clients. Parce que bien avant l'ouverture des frontières, le fonctionnement de notre marché ne dépend pas de la fermeture des frontières. Ça dépend des Sénégalais. Les marchandises, oui, même au cours de fermeture des frontières, nous, on peut amener les marchandises petit à petit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients ici pour manquer les marchandises. Mais les blancs de lait étaient manqués. D'ailleurs, leur porte-parole considère que le marché marchait mieux durant l'embargo. Nous en sortions mieux quand il y avait l'embargo, car au moins nous arrivions à écouler nos produits sans qu'il y ait de la concurrence. Maintenant que l'embargo est levé, nous souffrons davantage. Après 6 mois sous sanctions, la levée de l'embargo sur les sanctions commerciales et financières contre le Mali n'a pas laissé de marbre les commerçants. Au marché Mali, certains arrivent toujours à s'en sortir, d'autres continuent de subir de plein fouet les effets de ces mesures. À Dagana, les populations affichent le sourire. Les difficultés liées à la distribution de l'eau, donc ces difficultés sont en passe d'être résolues. La SONES a en effet lancé un programme d'urgence, ce programme pour conjuguer cette problématique au passé. Mokhtar Seck, Momar Ali Sniang. Les problèmes d'eau potable que connaît Dagana sont en passe d'être résolus grâce à l'aide de la SONES qui vient d'y entamer l'installation de kits de traitement de l'eau potable. Sur Dagana, nous avons entrepris avec l'instruction de la direction générale de la SONES, notamment M. Charles Fall, de mettre en place une phase d'urgence. Et cette phase d'urgence consiste à réaliser un kit de traitement qui permet d'améliorer la production en eau au niveau de Dagana. Il s'agit de réaliser une production supplémentaire de 110 mètres cubes heure, ce qui permettra de tripler pratiquement la production existante. Et à ce sujet, cette station est réalisée dans des délais très courts parce que nous avons retenu une technologie qui permet d'utiliser des kits de traitement préfabriqués en lieu et place des kits de traitement, du système de traitement classique que nous avons l'habitude de faire dans les différentes villes. Cette initiative de la SONES est vivement saluée par les populations, mais également les responsables des collectivités territoriales. Nous sommes très satisfaits. Je pense qu'avec tout ça, si ça se termine comme il faut, Dagana va se sentir vraiment à l'aise. Parce que l'eau est une source de vie. On ne peut pas vivre sans eau. Nous vous remercions infiniment. Après Saint-Louis et Dagana, la SONES compte étendre ses actions dans plusieurs localités pour régler définitivement le problème de distribution de l'eau dans le nord du pays. Conjuguer également au passé l'existence des abris provisoires dans l'espace scolaire et former les jeunes aux nouvelles techniques de construction. C'est l'objectif de la convention entre le ministère de la formation professionnelle et le CSTM, Centre sectoriel de formation au métier des BTP. C'est à Diamniadio. Plus de détails avec Babacar Seck. Faire des abris provisoires de vieux souvenirs dans le pays est l'objectif de la convention de partenariat signée entre le centre sectoriel au métier des BTP du ministère de la formation professionnelle et l'entreprise CSTM. Contribuer de façon générale à la résolution de l'épineuse question des abris provisoires dans notre pays. Donc, ce partenariat, on en parle depuis quelque temps.
C'est heureux qu'aujourd'hui, qu'on puisse arriver enfin ici au centre secteur de Diamniadio. C'est heureux qu'on puisse arriver à signer ce partenariat, en tout cas dans des délais très courts. On a parlé de structures légères. Une salle de classe en temps normal, c'est 3 semaines. Avec cette technologie-là, aujourd'hui, voilà, on peut réduire les délais sans nuire à la qualité. Ce partenariat permettra aux jeunes d'être formés aux nouvelles techniques de construction en structures métalliques légères pour les salles de classe et les centres médicaux. Nous savons que ce concept de construction, comme l'a souligné M. Dirané ici avant, répond vraiment aux besoins rapides de construction et que c'est vraiment une très bonne solution adaptée aux besoins de l'État aujourd'hui pour résorber le problème des abris provisoires, mais pas uniquement. Il peut répondre aussi à la construction de centres médicaux, voire également aussi de l'habitat économique et social. La construction d'infrastructures, c'est une chose, et c'est un besoin effectivement qui est là, mais également la formation. Donc on ne veut pas uniquement construire des salles de classe et des centres médicaux, on veut également dans le même temps former un maximum de jeunes. Dans le cadre des politiques RSE, 2 salles de classe ont été construites. Un Bissine en Casamance et 2 autres sont en cours de réalisation à Sindia et à Bargny. Un petit rappel à propos de la toxicomanie, un phénomène peu connu à cause, entre autres, du tabou, le tabou qui le voile, une réalité qui ici, l'on y prend garde plutôt, risque de plus en plus de gagner du terrain. Une mise en garde de Sadibou Diop. Sadibou Diop est un Sénégalais, conseiller expert en la matière. Après 15 ans d'expérience, il quitte les États-Unis pour s'installer définitivement au Sénégal. Voici son portrait que nous propose Abdourahmane Ly. Plus de 15 ans d'expérience en santé mentale entre l'Europe et les Amériques. Sadibou Diop va finalement décider de quitter le Canada pour déposer définitivement ses baluchons à Dakar. Objectif, faire de sorte que le phénomène de la toxicomanie, un tabou au Sénégal selon lui, regresse significativement. La situation est quand même problématique. Je ne dirais pas alarmante, mais c'est une réalité qui existe. Mais le problème, c'est qu'avec les réalités culturelles, ça reste un tabou. Mais il faut juste savoir que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions qui existent, il y a des spécialistes quand même, et qu'il y a une prise en charge qui peut être faite au niveau individuel, au niveau familial aussi pour soutenir les familles. Une réalité dans les ménages, les écoles, dans la société sénégalaise, expliquant ainsi la mise sur pied de son cabinet à Dakar. Dopamine, où il examine ses clients avant de leur proposer une thérapie qu'il coordonne avec un médecin spécialisé. Les accueille ici dans les locaux de Dopamine et on fait un check-up, c'est-à-dire que j'évalue avec eux où ils en sont dans leur consommation. Mais au-delà de la consommation, il y a tout un tas de variables, on va dire comme ça, comme l'environnement, etc. L'état d'esprit de la personne et les produits qu'il consomme. Et j'essaie de faire un point avec la personne. Et à partir de là, le processus de soins ou d'accompagnement, plutôt, va découler de là. Une stratégie qui porte les fruits escomptés, même si le suivi médical pose le plus souvent problème. Ce qui ouvre la voie à la rechute. Au-delà de la personne, c'est l'entourage aussi. Souvent, le toxicomane, dans notre jargon, on dit que c'est celui qui porte le symptôme d'un dysfonctionnement au niveau de la famille. Après, c'est tout un art maintenant d'essayer de faire comprendre à un père ou à une mère, sans les juger, qu'ils y sont peut-être pour quelque chose des fois. Des incompris dans une société où l'on a la gâchette facile quand il s'agit de juger une personne, ce qui ne lui facilite pas le travail. Et c'est souvent ces gens-là qui ont le plus besoin d'accéder à des soins comme tout le monde. Parce qu'il faut comprendre que c'est une maladie au même titre que du diabète ou autre chose. Même si ce n'est pas forcément dans le même registre. Ce qui complique la chose, c'est qu'il y a le niveau somatique, donc médical, et il y a le niveau psychologique et psychiatrique aussi, ce qui renforce encore la difficulté. Donc avec cette façon de stigmatiser ce public-là, ils ont tendance à se cacher et ne pas accéder ou aller spontanément vers le soin, quoi. Un fardeau que Sadibou Diop essaie de porter sur ses frêles épaules en formant des relais communautaires ou toute personne qui le souhaiterait.
formé en France en travail social et en sciences de l'éducation, avant d'acquérir son diplôme universitaire en addictologie et en santé mentale, en milieu pénitentiaire notamment. Sadibou Diop se veut optimiste et veut atteindre l'autonomisation de ces personnes dites vulnérables, celles souffrant notamment de toxicomanie. Semaine de lecture collective du Saint-Coran et de prière à la mosquée Massalikul Jinan, une recommandation du khalife général des Mourides, selon communiqué de son représentant à Dakar, Mbakiou Faye. Le khalife exhorte les croyants musulmans et disciples à retourner à Dieu, à se repentir sincèrement et à prier pour qu'il nous accorde sa clémence, date retenue du 17 au 25 courant. Voici l'article de la semaine. Un embargo qui a fait perdre 600 milliards de francs CFA aux commerçants sénégalais et maliens, c'est l'article de la semaine. Les conséquences auraient été d'ailleurs beaucoup plus lourdes côté malien. Seydina Mbaye, Mamadou Dieng. Les chauffeurs appuient à nouveau sur l'accélérateur et reprennent la direction du Bamako. La CEDEAO lève l'embargo sur le Mali. Un ouf de soulagement pour l'économie si l'on se fie à l'article d'Abdoulaye Mbow, directeur de la rédaction et rédacteur en chef du cadet des quotidiens sénégalais. Le vrai journal. Le Mali et le Sénégal, c'est véritablement des allers et retours incessants du point de vue de l'approche économique. Il y a énormément de Sénégalais qui commercent avec le Mali. Il y a énormément de Sénégalais qui vont chercher des marchandises au Mali. Donc, ces Sénégalais ont été fortement impactés par l'embargo. Ils n'ont pas pu se déplacer, ils n'ont pas pu se rendre au Mali pour véritablement écouler leurs marchandises, pour aller chercher des marchandises et revenir au Sénégal pour pouvoir les vendre. Je crois bien que c'est une manne financière considérable qui a véritablement eu des impacts par rapport justement aux retombées économiques de tous les jours, de tous les mois, de toutes les années. Non sans tenir compte également de ces entreprises sénégalaises, surtout les cimenteries, qui ont été quelque part également impactées par véritablement l'embargo économique contre le Mali. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Mali sont denses et variés. Cet embargo mis en application depuis janvier dernier a entraîné des pertes estimées à 600 milliards de francs CFA, d'après l'article du journaliste. Il faut quand même retenir et rappeler que la majorité justement des produits maliens transitent par le Sénégal, par le port de Dakar, embarqués dans des camions à destination justement de Bamako et des autres localités, des autres régions du Mali. Donc les échanges en tout cas ont été estimés à peu près à 600 milliards dans leur globalité si l'on tient compte des chiffres donnés en tout cas par des économistes, par des experts en la matière. Cependant, au-delà justement de ces échanges, il faut dire qu'il n'y avait pas un embargo total sur l'ensemble des produits. Donc les produits qui ont été concernés par l'embargo, effectivement, ont causé des pertes économiques. Mais un économiste confie à Abdoulaye Mbow que les conséquences sont beaucoup plus ressenties. Au Mali, le pays est asphyxié depuis des mois, dit-il, sur le plan économique comme social. Au-delà de l'économie, après avoir interpellé d'autres personnes ressources, après avoir écouté pour entendre en tout cas les développements faits par autres personnes ressources, effectivement, l'on se rend compte que c'est le Mali qui a beaucoup plus ressenti les contre-coups. C'est le Mali qui a été beaucoup plus asphyxié du point de vue économique. C'est le Mali qui a été asphyxié du point de vue social. Donc, je crois bien que s'il y a un embargo contre un pays, et effectivement, c'est le pays qui ressent le plus par rapport justement aux autres pays avec lesquels il partage la communauté ouest-africaine qu'est la CEDEAO. Parce que si le Mali avait l'opportunité d'aller vers la Guinée,
c'est plus cher, c'est plus long. Si le Mali avait l'opportunité d'aller vers la Mauritanie, c'est plus cher et encore beaucoup plus long. Donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal, je crois bien, compte tenu du fait que c'est des pays bénéficient de ports, en tout cas qui ont des places importantes, véritablement dans la zone ouest africaine et de l'Afrique de manière générale, je crois bien que ce sont ces deux pays-là qui pouvaient véritablement servir de béquille économique au Mali. La levée de l'embargo est donc une bouffée d'oxygène pour le Mali, soutient l'économiste dans cet article d'Abdoulaye Mbow, paru mardi dans le Vrai Journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, sur ITV, Oudouma Kagnan donne la parole à la diaspora. Ce sera à 21h15 dans le cadre de votre programme de campagne électorale législature TANS député. Et puis, Awa Diop vous retrouve demain dimanche, pour le bulletin de Total Dimanche qui sera présenté par Adama Anouchkaba. Excellente soirée sur ITV. Bon week-end.